Après cette période de fin d'année plus ou moins mouvementée selon les familles, mais où les connexions humaines sont toutes mises au centre de l'attention, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet, parler et solutionner un sujet qui nous isole, les écrans et tout particulièrement notre téléphone. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Et la promesse audacieuse, non? Ouais, de cet épisode, c'est de vous donner de vraies clés, entre guillemets, pour enfin, en 2026, dans cette belle année qui s'annonce avec la neige dès le début d'année, réduire au maximum, voire se libérer de notre addiction au téléphone. Petit aparté de la Eve dans 20 minutes, le micro fonctionnera de nouveau correctement. Soyez courageux jusqu'à ce que le son revienne en pleine forme. Alors déjà, je trouve ça marrant que je fasse cet épisode-là parce que quand j'avais 15... J'ai eu mon téléphone, mon premier téléphone à 15 ans. Et à l'époque, je me rappelle, je disais à mon père, non mais moi, jamais je serais addict et tout quand même, je suis mature, je vais pas me laisser avoir, etc. 9 ans plus tard, nous voilà donc en train de parler de cette addiction qui, bon, j'allais dire qui me ronge, non, ça va, mais qui a plein d'impacts négatifs sur ma santé, mais également, on est sur Cette vie est belle, on va parler un petit peu d'environnement et très légèrement de social. J'ai décidé de faire cet épisode parce que j'ai vu un graphique qui m'a marqué, donc ce sera en description, qui dit qu'on passe un tiers de notre temps à dormir, un tiers, mais tenez-vous, un tiers de notre temps sur les écrans, en moyenne, hein, après vous savez à peu près vous où vous vous situez, et le dernier tiers c'est le reste. Mais le reste c'est manger, conduire, se laver, etc. Des choses où c'est pas du temps libre, quoi. Et du coup, dans ce reste, dans ce dernier tiers, il reste 2,5% de temps libre. Alors, encore une fois, c'est des moyennes, faut voir avec son propre vécu, mais ça fait quand même réfléchir. Et je me dis, mais en fait, là, si on parle en années, à 18 ans, si on meurt à 90 ans, ça veut dire qu'il nous reste 2 ans de vrai temps libre. Et moi, je me dis, mais le temps libre, c'est là où on vit vraiment. C'est pas. Alors, certes, on peut apprécier manger, etc. Mais la sensation d'être vraiment dans le moment présent, c'est surtout de ce qu'on fait de notre temps libre. Si vous voulez faire une balade, un jeu de société, etc. Et là, on se fait, avec les un tiers d'écran, prendre 26 ans, non, 26 ans de nos vies à faire des... Alors, ça peut être plus ou moins intéressant ce qu'on fait, mais ça vous aidera jamais ne pas être sur les écrans, quoi. Donc, j'ai eu envie vraiment de trouver une solution pour concrètement plus être addict. Parce que moi, toutes les vidéos que je regarde, ça me satisfait pas vraiment. C'est des choses très utiles, comme mettre son téléphone dans l'autre pièce, etc. Mais ça va pas m'enlever vraiment le fait d'utiliser mon téléphone pour tout. Et là, je me suis dit, mais attends, utiliser mon téléphone pour tout, c'est ça le vrai problème. Je vais lister du coup en deuxième partie, cet épisode se fera en deux parties. En premier, je vais un peu parler de très brièvement, enfin très brièvement, après on est sur Cette vie est belle, hein, le brièvement n'est jamais très bref, mais plutôt brièvement de l'impact sur notre santé, sur l'environnement et sur le social. Et en deuxième partie, je vais lister tout ce qu'on fait avec nos téléphones en me disant, en fait, bah, on en fait beaucoup trop et on a l'impression qu'avoir un téléphone tout en un, ça nous facilite la vie, mais c'est pas forcément le cas. Et du coup, dans cette liste de tout ce qu'on fait avec notre téléphone, je vais essayer de mettre en parallèle bah, par quoi on peut le remplacer concrètement, parce que je me dis que si on arrêtait de tout faire avec nos téléphones, bah, on aurait beaucoup moins de chances d'avoir des moments où on va aller dessus pour X et Y raison et se faire happer par tout le reste qu'il y a, enfin souvent les réseaux, mais vous pouvez vous faire happer par des jeux ou quoi, qui sont sur notre téléphone et où par exemple on n'avait pas de base eu cette intention-là, par exemple vous vouliez consulter notre solde bancaire, et bah après on se retrouve sur TikTok, on est là, mais où qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que en fait c'est des automatismes. Et alors du coup pour la banque j'ai oh non, c'est le seul auquel j'ai pas trouvé d'alternative parce que bah ton appli bah, pas part sur l'ordinateur mais du coup ça reste un écran. Mais vous inquiétez pas, le reste j'ai trouvé des alternatives.
Donc cette année, je vais vraiment utiliser mon téléphone comme un outil pour une liste réduite que je vous dirai aussi. Déjà, j'ai déjà commencé et je vois déjà les bénéfices à avoir arrêté d'utiliser mon téléphone pour tout, que ce soit un outil tout en un. Et je pense très sincèrement que c'est une solution efficace pour lutter contre l'addiction à ces petits objets malmenés. Non, ils sont pas malmenés, au contraire. Mais du coup, j'ai déjà commencé cette année, mais doucement, parce que je me dis que le mot d'ordre, pour que ce soit un réel changement, et c'est ça aussi qui rend difficile l'arrêt de l'addiction au téléphone, c'est que c'est tout ou rien. Et là, je me dis non, faut qu'en 2026, vous pouvez faire ça vous aussi, quand vous aurez la liste que je vais fournir, on essaye de faire, chaque mois par exemple, je prends un ou deux outils pour intégrer le changement petit à petit et réapprendre à utiliser d'autres choses qui sont pas forcément moins pratiques ou quoi, pour que ce soit un changement durable et pas juste encore un... et que ça sente pas impossible comme juste ne plus avoir de téléphone, quoi. Parce que j'avais fait vous avez peut-être vu mon vlog un week-end sans écran, ce qui est très bien, et je pense que les petites détox numériques ponctuelles comme ça, c'est bien. Mais ça... En fait, c'est là aussi... Ah mais oui, mais c'est là en fait où je me suis rendu compte que les outils, c'était... que c'est tout en un qui était pas bon. Ah mais oui, tout vient de là, tout vient du vlog. Bon. Mais oui, donc c'est... En fait, la détox numérique, c'est bien oui et non, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est impossible et qu'on est... qu'on sera pour toujours soumis à nos téléphones, parce que, en fait, on ne peut rien faire sans, littéralement. Mais du coup, prenons d'autres outils pour que quand on fasse des détox numériques, on puisse quand même vivre entre guillemets normalement et qu'on n'ait pas juste à rester enfermé dans notre maison à lire ou alors se balader sans pouvoir s'orienter ou quoi. Donc passons à la première partie, l'impact de nos téléphones sur nous, les autres et l'environnement. Alors, je vais beaucoup citer le livre, le petit livre que je mettrai en description, Désastres sanitaires, en finir avec les écrans de Servan Mouton. Citer et en parler, quoi. Et dans son livre, par exemple, elle parle du fait que les mesures sur les écrans récréatifs, sur l'usage qu'on a des écrans de manière récréative, datent d'avant le Covid. Donc, ça fait déjà 5-6 ans. Et en fait, déjà à l'époque, c'était un peu alarmant. On parlait, par exemple, de 5 heures par jour pour les personnes qui ont 16 ans, juste de récréatif. Et du coup, on peut se douter que aujourd'hui, c'est vraiment pire parce que le Covid a accéléré un peu cet usage, a accéléré cet usage. Et alors, ce livre, il est beaucoup orienté sur les enfants, donc ce qui est très intéressant parce que les enfants, et quand on dit enfants, c'est souvent, on n'ose pas trop le dire, mais c'est de 0 à 25 ans pour le développement du cerveau. Donc, je suis encore une enfant, puisque j'ai 24 ans. Donc c'est beaucoup sur cet usage-là, mais enfin surtout on parle jusqu'à 18 ans parce que c'est là où il y a des problèmes aussi ça met des tensions dans les familles par rapport à l'usage des écrans et tout. Donc j'ai pris quelques éléments, mais c'est vrai que souvent en fait c'est la porte d'entrée pour ce sujet, de parler des enfants, parce que c'est tellement choquant en fait tout ce que ça produit qu'après on peut se dire ah mais les adultes c'est peut-être pas si bien non plus. Et c'est sûr que c'est difficile parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, limiter l'usage des téléphones, ça fait un peu retour en arrière, quoi. Comme si on arrêtait le progrès et qu'on vivait pas avec son temps, etc. Alors que pour moi, subir son téléphone, c'est ça le vrai retour en arrière. On perd tellement de contrôle sur notre vie que je me dis que peut-être le vrai progrès serait de pouvoir utiliser son téléphone comme un outil. Et franchement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Alors si vous y arrivez, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ma théorie, de ma solution. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour vraiment utiliser votre téléphone comme un outil? Est-ce que vous êtes vieux, une personne âgée? Enfin non, une personne de plus de... Ah, quel âge? C'est mon dernier vieux à quel âge? Ouais, est-ce que vous avez grandi sans les téléphones? Et dans ce cas-là, vous avez juste pas remplacé ce que vous utilisiez avant? Du coup, ça revient un petit peu sur ma théorie de tous les objets. Ou est-ce que vous avez d'autres solutions? Mais du coup, je me dis, c'est ça, en fait, apprendre à utiliser l'outil sans être addict, c'est peut-être ça le vrai progrès technique, plutôt que de se dire ah mais non, on va pas rejeter, bien sûr qu'il faut utiliser son téléphone pour tout et n'importe quoi. Un petit point sur l'impact sur notre santé mentale, physique et émotionnelle.
Alors déjà, j'étais choquée, mais Stéphane Bouton, dans son livre, elle dit: «Il ne s'agit pas, contrairement à ce que l'on peut souvent lire, d'une question attachée au seul contenu. L'usage de l'outil numérique lui-même a des impacts délétères sur la santé physique». Et ça, moi, j'avoue que j'avais beaucoup cette vision de, bah, c'est juste le contenu qui est pas fou. Et du coup, ça me conforte dans ma solution de, on va essayer de l'utiliser le moins possible. Parce que si vous utilisez énormément votre téléphone pour des contenus entre guillemets «bien», bah, c'est pas bon non plus, quoi. Donc je me dis: «Bon, autant, lire un livre. On verra plus tard, autant qu'est-ce qu'on peut faire à la place?» Enfin, mais c'est pas faire à la place, c'est quels outils on peut réincorporer dans nos vies. Et parce que moi j'avais vraiment que l'aspect: «J'aimerais récupérer mon cerveau». Je sens que j'arrive moins bien à me concentrer, que j'ai parfois des trous et cetera. Et même que je pense que je progresse pas aussi, pas enfin, je progresse intellectuellement, mais je pense pas aussi bien que si, j'étais moins sur les écrans. Et du coup, c'est vraiment cette partie-là, moi, qui me donne aussi envie de réduire absolument mes temps d'écran. Et alors j'ai écouté un podcast, que je mettrai aussi en description, l'épisode de The Good Sale sur l'addiction au téléphone, qui dit que 4 chercheurs ont mené une étude auprès de 800 participants. Bon, c'est petit, mais voilà. Pour mesurer l'effet de la proximité de leur téléphone sur leur mémoire, leur attention, et leur raisonnement et la résolution de problèmes par rapport, à si juste le téléphone, sans qu'il soit, en vibreur ou quoi, mais juste la présence du téléphone, si elle a un impact sur tout ça. Donc qu'il soit dans la poche, du pantalon ou de la jupe, sur le bureau, dans la pièce ou dans une autre pièce. Et moi je me dis: «Bah, si t'as pas de notification et que tu l'utilises pas, ça doit pas être si flagrant que ça, quoi, ça semble fou». Mais les résultats sont sans appel et plus le téléphone est proche, plus les, performances cognitives, donc sur tout ce que j'ai cité, diminuent. Et là, je me suis dit: «Oh!» Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de bon, c'est quand même intéressant de mettre son téléphone loin de soi, surtout si on veut travailler sur quelque chose parce que en fait, même si on consulte pas notre téléphone, le simple fait qu'il soit là, bah, notre cerveau, il est un peu dérangé, quoi. C'est comme s'il y avait un gros bruit ou quoi. Alors je sais pas si c'est pareil pour l'ordinateur, parce que bon, bah, moi je travaille sur ordinateur, quoi. Je me dis après j'ai pas, trop de distractions, sur mon ordi, mais est-ce que, je pourrais en avoir si je voulais? Donc s'il y a des personnes qui ont beaucoup de distractions sur l'ordinateur, comment on travaille, quoi? Enfin mais ça c'est un autre sujet. Et je me dis que si on n'a pas de plusieurs pièges chez soi, parce que alors peut-être si on a juste une pièce et la salle de bain, mettre dans la salle de bain. Et je me dis que si on a juste une pièce, le mettre, dans un placard. C'est déjà mieux que rien. Dans une boîte, dans un placard, comme ça on est sûr que mais bon, ça fait mais du coup, c'est un peu le remettre à sa place d'outil aussi, quoi. Par exemple, moi là, ce matin, d'ailleurs j'espère que ça va pas, causer problème sur le son. Bon, j'allais dire oui, ce matin j'ai eu une bonne utilisation de l'outil, et cetera, parce que, j'ai pu, parce qu'en fait j'ai pas enlevé le mode hors ligne de mon téléphone et du coup je l'ai vraiment utilisé là juste pour la caméra. Mais oh non, je suis trop la mort. Mais bah, vous l'entendez, hein, avec le son, voilà, en fait ne pas activer, la Wi-Fi ne permet pas à mes micros de se connecter à mon téléphone. Après, du coup, bah, déjà, heureusement, je m'en suis aperçue à un moment donné. Ensuite, bah, les raisons, de base, c'est, que ce soit pour des raisons sociétales ou autres, on peut plus s'en passer et on sait plus faire certaines choses avec. Donc, juste le fait même d'être addict, c'est un problème de santé mentale, quoi. On est dépendant et on saurait pas vivre sans, quoi. C'est un vrai problème. Et ça peut avoir un impact, un très gros impact sur notre présence déjà dans la vie, notre présence à ce qu'on fait, nos liens sociaux, un peu notre liberté d'action, même beaucoup. Et en fait, ouais, les liens sociaux, c'est le fléau, quoi. Là, c'est la solitude. Moi, je me rends compte que les écrans. Alors, j'ai des amis et je les vois, etc. Mais je trouve quand même que là, depuis que je fais l'effort de plus être dessus et d'avoir des interactions sociales qui sont pas forcément de mon cercle proche,
je me sens beaucoup moins dépressive, quoi. C'est fou, j'ai allumé la lumière. Mais c'est pas si facile que ça parce qu'il y a énormément de réflexes là-dedans. Enfin, par exemple, si on prend 2 secondes, réfléchissez à une session de travail. Est-ce que vraiment vous ne regardez pendant 4 heures jamais votre téléphone? Est-ce que vous le consultez même sans avoir eu de ou au contraire, est-ce que vous le consultez même sans avoir eu de notification, juste pour faire une pause mentale 2 secondes? Et ça fait un peu peur, quoi, de se dire qu'on n'est pas capable. Enfin, on a besoin de faire des micro-pauses tout le temps. Et sauf que ça nous ralentit, quoi. On a l'impression qu'on fait des choses et que ça va, mais d'avoir un outil qui nous permet autant de choses et aussi différentes, ça facilite pas la vie. Et ça renforce notre constante distraction. Et d'ailleurs, dans son livre, elle dit que le média multitasking est un facteur important des perturbations de processus attentionnels, mais aussi de la mémorisation. Et ça me fait un peu peur parce que moi, j'ai vraiment une grande peur d'avoir l'Alzheimer un jour. Et je me dis, bon, si ça aide pas la mémoire, peut-être qu'il y a un lien. Et même, ça m'embête de me dire qu'en fait, en faisant toutes ces micro-pauses ou alors ce multitasking, j'ai une plus grande fatigue sensorielle et j'arrive moins bien à me concentrer, quoi. C'est trop dommage. En fait, c'est tellement, entre guillemets, facile à enlever que ce serait dommage de pas le faire, quoi. Et elle dit aussi qu'à tout âge, la compréhension et la mémorisation d'un texte est meilleure sur papier que sur écran. Donc là, on me parle même plus que des enfants, sans que le lecteur n'ait d'ailleurs conscience de ses moindres performances. Et ça, en fait, c'est... On dirait pas, quoi, que le monde a cette information disponible, parce que tout se numérise. Alors que c'est pas forcément mieux pour l'environnement. Parce que c'est aussi un peu la voie de la facilité, quoi. Mais bon, du coup, là, sur le téléphone, en général, on fait quoi? Peut-être on lit des articles de journal, on lit des choses sur les réseaux, on lit des livres parfois. Donc, ma théorie est encore une fois pertinente. Et sur la surcharge informationnelle aussi, en fait, quand on est surtout on regarde des contenus rapides, le problème, c'est que notre striatum, dans notre cerveau, est fait pour prendre en compte tout ce qu'il reçoit. Et il ne trie pas. Et plus on a d'informations, plus on aura un vide qu'on voudra combler. Donc c'est un cercle vicieux. Et la seule solution face à ça, parce qu'on peut pas changer de cerveau, c'est de limiter à l'entrée. Voilà. Et aussi une petite réflexion que je trouvais intéressante, c'était que, en général, ce qu'on fait sur notre téléphone, déjà c'est possible de le faire ailleurs, en mieux, mais ça a un très faible impact sur l'augmentation de notre valeur personnelle, sur notre évolution intellectuelle, émotionnelle, etc. Et même parfois juste ça l'aide pas. On va apprendre des choses, mais il y a tout un pan qu'on oublie, quoi. On va pas travailler notre créativité. Bon, la forme physique, voilà, la sédentarité, on va pas s'étaler. On va pas développer notre pensée critique. On a l'impression que oui, parce qu'on a plein d'infos, mais bon, on sait que c'est des caisses de résonance, etc. Et encore pire avec l'IA. Et pour la pensée critique. Et je sais plus où j'ai vu ça, mais c'était de se dire, bah en fait, mais ce sera en description, ce temps, par exemple, passé sur les réels Instagram, il a une valeur. Parce que c'est du temps que je ne passe pas à faire d'autres activités qui peuvent augmenter ma valeur personnelle. Et qui permet aussi un équilibre de vie et de prévenir certaines maladies physiques ou quoi. Et qui peuvent nous aider juste aussi à être des personnes qui ont un meilleur avenir professionnel, entre guillemets. Et c'est un peu, ce temps-là, du coup, que je passe sur TikTok et que je passe pas à faire ça, combien il coûte, en fait? Quelle est notre perte en termes monétaires, entre guillemets? Et parce que si à l'inverse, on se dit, ah bah combien on est prêt à payer pour regarder des TikTok par mois, mais personne paierait, c'est pas possible. On sait que c'est mauvais, on va pas en plus payer pour pouvoir regarder ce genre de contenu. Et enfin, même s'il y a des contenus intéressants, hein, mais bon, en général, c'est pas ce qu'on voit le plus. Et du coup, en fait, non seulement, bon, là, on paye pas en plus, et c'est pas la raison, mais le fait même de ne pas payer et de faire ça notre temps libre, ça nous met en perte. Enfin bref, voilà, je trouvais ça marrant de se dire ça comme ça. Et voilà, et après, bon, dernier petit truc, la fonction filtre à lumière bleue que j'utilise tout le temps. Je peux pas utiliser mon téléphone sans ça, c'est horrible sinon.
et bah, elle a pas démontré d'efficacité pour protéger nos nuits. Oh là là! Donc raison de plus, on est même pas, il y a même pas une solution en mode: «Ouais, on va mettre le filtre». Non, non, ça marche pas. C'est vraiment moi mes nuits, c'est trop précieux, donc c'est aussi une raison pour laquelle je veux moins d'écran et voilà, j'en passe. Je pense que on peut tous trouver des exemples aussi, par exemple, de ce qui nous a mis, mal à l'aise en société, et qui était induite par l'utilisation des écrans. Genre voir un enfant de 3 ans utiliser TikTok au restaurant, je sais pas. Mais ou alors, un ami, qui ne nous écoute pas parce qu'il est sur son téléphone, alors qu'on raconte des trucs intéressants. Je sais pas, là je dis, au pif. Donc voilà, maintenant pour parler un petit peu de l'impact environnemental, tout le cycle de vie, du téléphone, a un impact lourd et dans ma théorie de se dire qu'on va moins l'utiliser, c'est aussi pour se dire, bah, du coup il va durer plus longtemps dans le temps et on n'aura pas à le changer avant, plus longtemps, quoi. Enfin, si on l'utilise, 50 de moins, bah, peut-être qu'il durera, 50 du temps qu'il aurait dû durer en plus. Donc ça retarde le renouvellement du processus de création d'un téléphone. Parce qu'on va le voir, donc déjà, l'extraction des ressources. Donc petite vulgarisation, là j'ai lu un livre de Philippe Biouy. Il faut environ 500 à 1000 fois le poids de notre téléphone en matière première pour le fabriquer. Donc je sais pas si on se rend compte. Et en fait, la plupart des objets, environ 90%, les voitures, les réfrigérateurs, etc., c'est beaucoup moins, proportionnellement forcément. Et donc déjà, première chose, il faut plus d'une quarantaine de métaux et minerais pour produire un téléphone, donc cuivre, argent, or, lithium, cobalt, trucs en... J'ai marqué, en fait, la liste est énorme, et en fait, il y avait beaucoup de trucs en ium et de trucs en in, mais donc voilà, une liste qui fait peur. Et alors, le téléphone, c'est pas ce qui va terminer les ressources planétaires, parce qu'il y a une utilisation des ressources dans toutes les industries, mais c'est la chose sur laquelle nous, on peut agir concrètement, quoi. Tout le monde a un téléphone, ou presque, et tout le monde peut se dire, bah, je vais l'utiliser moins pour le garder plus longtemps en vie, entre guillemets, et éviter les ressources en ium et en in. Mais alors certes, ça va pas utiliser toutes les ressources, mais, il utilisait une petite comparaison, Philippe Biouy, qui est, je trouve, très parlante, c'est de se dire qu'en fait, un téléphone aujourd'hui, en utilisant les ressources, c'est peut-être un matériel chirurgical, ou un matériel pour les médecins, de moins dans quelques siècles. Donc en 2200, les gens ils seront là, ah ben, parce que nos ancêtres ont voulu consommer à fond, bah nous, on peut pas sauver des vies. Donc c'est aussi se dire, bah, est-ce qu'on est... Là, on a un vrai exemple de l'impact qu'on a sur les générations futures, quoi. C'est... Est-ce que vraiment on va... Parce que les matières de notre téléphone sont tellement minimisées, et après, le recyclage, c'est très difficile, qu'en fait, on les récupère pas. On peut pas récupérer les matières premières, faut retourner creuser dans la terre. Faut retourner creuser dans la terre et de plus en plus loin, qui plus est. Et d'ailleurs, c'est ça, quand on parle de pénurie de ressources, c'est juste que les endroits deviendront inaccessibles et ça coûtera, ça sera pas plus rentable, quoi, plus du tout. Mais donc voilà, donc sur l'exemple des générations futures, enfin, quand ils étudieront l'histoire, ils se diront, bah voilà, ça c'est la génération qui était addicte aux écrans et qui, du coup, a utilisé toutes les ressources. Et nous, on peut plus avoir de matériel chirurgical. Nous, on sera là, ah, pardon. Et surtout qu'on a un peu l'impression que, du coup, c'est une atteinte à notre confort. Mais comme j'ai vu précédemment, en fait, c'est vraiment pas bon pour nous, quoi. Donc, moins le faire, non seulement ça aiderait concrètement au niveau des ressources, et en plus, nous, on aurait une meilleure qualité de vie. De toute façon, on est sur cette vie est belle, hein. Tout ce qui augmente notre qualité de vie, en général, est bon pour l'environnement. Et après, il n'y a pas que le téléphone aussi, hein, dans ça, c'est un peu tous les produits électroniques, mais je pense que c'est le téléphone qui est le plus... qu'on arrive le moins à garder longtemps et qui provoque le plus cette envie de souvent changer, etc. Et petite citation du livre, en 2023, l'humanité a extrait plus de 106 milliards de tonnes de son environnement, environ 13 tonnes par terrien. Euh, donc en un an, 13 tonnes. Sans compter que c'est sur tous les pays du monde. Donc en France, par rapport à notre consommation, ça doit être plus élevé.
pour avoir une image, si on mettait toutes ces ressources sur les continents, ça ferait environ une dizaine de tonnes pour 10 000 mètres carrés. Je trouve ça dingue. Pour se rendre compte aussi, sur les métaux nécessaires à la fabrication des téléphones, compte tenu de la croissance passée et prévue dans les prochaines années, on va extraire en 20 ou 30 ans plus que pendant toute l'histoire de l'humanité pour la quasi-totalité des métaux. Je sais pas si on se rend compte, mais en 20 ou 30 ans, plus que toute l'histoire de l'humanité. Non. Alors qu'il y en a, quoi, des choses qui sont créées depuis toute l'histoire de l'humanité. C'est pour se rendre... Je trouve que ça, on se rend encore plus compte à quel point il y a un impact terrible pour un tout petit objet qui demande énormément de matière. Enfin, pour plein de petits objets, parce qu'il y a aussi tous les autres choses électroniques. Au-delà des ressources, il y a aussi tout le problème de l'énergie pour produire, pour fabriquer, pour transporter, pour faire fonctionner, pour après essayer de recycler, etc. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que les ressources qui sont nécessaires pour fabriquer les centrales nucléaires ou les panneaux solaires, c'est pas renouvelable sur le temps humain. Les autres, les énergies fossiles, on sait tous maintenant que c'est horrible pour le climat, mais du coup de se dire, bon, en fait, vraiment là, juste, il faut qu'on arrête la folie de la production, parce que, juste, il y aura une pénurie, quoi. Maintenir tout ça en long terme, c'est juste impossible. Genre, l'équation ne marche pas. Et d'où la question des low-tech, qui peut être très intéressante, faire des choses plus locales, moins performantes, mais plus durables. Et ça je pense que j'en ferai un épisode, parce que la question des low-tech, c'est vraiment... pour moi, ça, c'est un vrai progrès. De se dire... le vrai progrès, c'est pas on va faire la chose la plus performante, mais c'est de se dire on va réussir à maintenir notre qualité de vie en respectant les limites planétaires. C'est quand même... Petite précision, si vos téléphones sont par exemple plus efficaces, ont moins besoin d'être chargés, etc., en fait, ça va faire un effet rebond. C'est l'effet de Stanley Jevons, théorisé par Stanley Jevons, qui dit qu'en fait, quand on gagne en efficacité sur un produit, par exemple les frigos avant, les réfrigérateurs consommaient beaucoup plus, et quand on a réussi à les faire moins consommer, du coup, plus de personnes en avaient, parce que plus de personnes pouvaient se le permettre. Parce que par exemple, si là on devait charger nos hôtels et que ça prenait 100 fois plus d'énergie, d'électricité, peut-être qu'on n'aurait pas tous un téléphone. Ou 1000 fois plus. Mais, et du coup, c'est de se dire qu'en fait, En fait, souvent, ça se vérifie à chaque fois, quand ça sera plus optimisé, on va plus utiliser la chose et du coup, on perd totalement l'optimisation qui a été faite parce qu'on l'utilise beaucoup plus qu'avant. Après, pour parler de proportion, c'est vraiment pas notre usage qui va plus consommer, mais la fabrication. Mais c'est quand même important de réduire l'usage parce que c'est ça qui va faire durer dans le temps le téléphone et du coup permettre de ne pas le refabriquer. Et alors, je trouve que on a bien cette vision de l'impact que ça peut avoir sur le climat, donc les émissions de gaz à effet de serre. On dit que c'est à peu près responsable de 3 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit l'équivalent du trafic aérien civil, rien que ça, ou du traitement de l'ensemble des déchets. Là, c'est encore le livre je crois que je l'ai pris dans le livre de Servan Mouton. Et en fait, c'est aussi délétère pour la biodiversité. Pollution du sol, de l'eau et de l'air, donc qui va vraiment attaquer le monde vivant. Et il y a aussi des polluants éternels dans les outils numériques, qui sont après rejetés dans l'environnement à la fin de vie. Comme tous les métaux se recyclent pas bien, ça finit dans la nature, quoi, concrètement, réalistement. Et le recyclage d'un téléphone, c'est pas facilité par la conception. Donc ça, est-ce qu'on peut parler d'obsolescence programmée? Parce que l'obsolescence programmée, ça se définit comme l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Et du coup, le fait que nos téléphones soient difficilement réparables et difficilement recyclables, c'est la conception ne pense pas à cet aspect-là.
Et du coup, le fait que ce soit limite moins cher de racheter que de réparer, pour moi, ça rentre un peu dans l'obsolescence programmée, même si c'est pas mon téléphone va se casser, mais il va pas être réparable. Euh, D'ailleurs, la durée de vie des téléphones, enfin, on pourrait totalement faire des téléphones peut-être moins performants, mais qui durent 40 ans et qui puissent nous permettre de faire à peu près les mêmes choses. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc ça, on en revient à utiliser avec parcimonie nos téléphones. Ma mère qui l'utilise avec parcimonie, je sais, a un téléphone qui, moi, a bugué rapidement il y a quelques années, et elle l'utilise encore aujourd'hui, et il n'y a aucun bug, quoi. Donc c'est pas bien pour moi, mais c'est très bien pour elle, et c'est possible, quoi. Je passe vite fait sur l'impact social parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Après, je vais faire un bénévolat dans une école primaire pour parler de zéro déchet. Euh, juste petit rappel, c'est horrible. Enfin, je pense que ça, c'est le pire. C'est pour ça peut-être que j'ai pas envie d'en parler non plus. Mais c'est l'exploitation d'enfants à la République démocratique du Congo. Et où, en fait, franchement, si vous voulez aller plus loin, faut lire le livre que je mettrai en description de Servat de Mouton. Parce qu'il y a en fait de nombreux droits humains bafoués. Et ça fait froid dans le dos. Franchement, ça fait froid dans le dos. Et c'est terrible parce qu'on se dit, punaise, on est obligé d'utiliser ces outils. Je pense que c'est ça qui me fait le plus mal au cœur. Notre société nous oblige, entre guillemets, à utiliser tout ça, alors que ça détruit des vies et c'est hyper difficile je trouve, de l'accepter. En fait, on a envie de se dire, non, non, mais ça peut pas, s'il vous plaît. Mais donc voilà, bon, on va passer. C'est vraiment pas joyeux, hein, mais on va passer à la deuxième partie. Par quoi remplacer tout ce qu'on fait par notre téléphone pour avoir la petite solution qui peut nous aider à avoir un moins gros impact sur tout ça. Déjà, en général, les outils pour remplacer le téléphone sont beaucoup plus écologiques, qui vont utiliser beaucoup moins de matières premières, sauf une exception qu'on va voir. C'est intéressant cette partie parce que ça rejoint un peu mon épisode sur le changement, de se dire qu'il faut changer notre environnement et pas compter que sur notre force mentale. Sinon, c'est pas possible, on va craquer au bout d'un moment. Là, ça va être tout ce qu'on peut faire pour réduire la tentation. Et déjà, juste petite réflexion, on pourrait se dire, oui, mais quand même, avoir un téléphone qui fait tout, c'est plutôt sobre. Et en fait, non. Et minimaliste, et ce qui sont un peu des valeurs pour l'écologie. Mais bon, après, là, je viens d'expliquer beaucoup de choses, donc on se doute que non. Mais en fait, c'est juste tout ce qu'on fait dessus, c'est encore un peu cet effet pervers enfin, pas pervers, cet effet rebond de se dire, en fait, certes, on a une chose pour tout, mais du coup, ça nous fait plus utiliser toutes ces choses-là. Donc au final, on a une consommation maximaliste et pas du tout dans la sobriété. Alors, commençons la petite liste pour réduire l'utilisation de téléphone. Déjà, je vais pas trop le répéter, mais tous les objets que j'ai cités, c'est possible de les avoir en seconde main ou avec des matériaux durables. Donc, gardons ça en tête. Première chose que l'on fait avec notre téléphone. Enfin, pas la première chose forcément, il n'y a pas forcément d'ordre, mais s'informer. Solution. Nous pouvons lire un journal à la médiathèque de notre ville. Comme ça, un peu plus de liens, et on lit sur du papier, donc on mémorise mieux, et on a un sujet qui est moins superficiel et qui permet ainsi de mieux travailler notre esprit critique. Nous pouvons également écouter la radio. Vous avez peut-être cette habitude-là. Moi, je ne l'ai pas trop. J'écoute plutôt des podcasts, des émissions de radio, mais pas la radio en direct ou les informations à la radio. Je préfère le journal. Mais c'est aussi une manière de ne pas regarder son écran. Alors, on peut soit utiliser notre téléphone pour le moment, mais on peut aussi juste acheter un réveil radio ou une radio, ou alors utiliser un ancien téléphone qu'on avait pour écouter la radio, pour que ce soit un outil dédié à une seule tâche et qu'on n'ouvre pas notre téléphone avec 40 000 notifications, mais juste, je vais écouter mon émission du matin ou dans votre voiture si vous avez une voiture. Donc, quels sont les types de matières qu'il faudrait utiliser
et qui sont les moins nocifs pour l'environnement. Alors il vaut mieux des réveils radio où c'est une batterie à recharger tous les 6 mois ou des piles rechargeables et éviter les réveils connectés avec 40 000 fonctionnalités qui finalement essayent d'être un téléphone et qui ont besoin soit d'une grosse batterie ou alors éviter aussi les piles jetables. Ou carrément opter pour un réveil mécanique, mais là je sais pas s'il existe des réveils mécaniques avec des sons qui ne soient pas stridents et horribles pour les réveils. Et j'ai vu aussi qu'il existait des réveils à manivelle, des réveils radio à manivelle ou solaire, mais du coup là ça fait... Le design c'est un peu en mode survie, mais c'est une option qui existe, donc pourquoi pas. Et alors, passons maintenant au réveil, donc qu'on fait tous avec nos téléphones, ou presque. Euh, son livre, Servan Mouton dit que la simple présence d'un écran, même éteint dans la chambre à coucher, peut altérer la qualité et la quantité de sommeil. Donc, un petit réveil de seconde main. Moi, je sais que j'en ai un que j'avais avant d'avoir un téléphone, qui est chez mes parents. Donc, quand j'irai chez mes parents, je le récupérerai. Ça peut beaucoup aider. Et si jamais on utilise son téléphone, bah juste le laisser en mode hors ligne pour vraiment juste le matin, hop, on éteint notre réveil, on regarde l'heure et on a cette heure, l'heure de matin sans écran qui est primordiale. Ensuite, ce que permettent un peu les réseaux, rigoler ou même regarder des vidéos drôles sur internet et tout, bah là juste se dire que organiser plus de soirées entre amis, parce que bon, le rire, on le sait tous, hein, le rire qu'on a quand, je sais pas, on fait des jeux de société ou alors on fait une activité entre amis, c'est rien à voir avec le rire que peut provoquer une vidéo sur internet. Même s'il y en a qui sont très drôles, hein. J'ai eu des fous... Non, pas des fous rires. Bah justement, en fait, on n'a pas de fou rire. Genre, on rigole, on peut rigoler, mais il n'y a pas de fou rire, vraiment. Ah non, est-ce que j'ai déjà eu des fous rires? Bah en tout cas, je me rappelle de fou rire que en présence d'autres personnes. Donc tout simplement, bah juste faire ça. Plonger dans une histoire. Bah là, pareil, une vidéo ou quoi. Bah se dire, je lis. Là, vraiment, le livre, mais on oublie. Ou une vidéo ou une série habituellement sur le téléphone. Bah là, vraiment, le livre, on oublie à quel point c'est la même chose, hein. On plonge dans une histoire, sauf que bah, y a pas tous les effets délétères sur notre santé et sur l'environnement et le social. Donc, pour donner quelques sites de livres de seconde main, il y a la Bourse aux livres ou Recycle Livres, qui sont pas mal, ou alors juste des boîtes à livres dans la rue. Moi, j'ai déjà mis des livres dans des boîtes à livres. Ou tout simplement aller encore une fois, à la bibliothèque ou la médiathèque. Vraiment, j'ai découvert ces derniers mois le bonheur d'aller dans les bibliothèques ou les médiathèques rien que pour travailler. Ça a changé ma vie. C'est l'ambiance mais de concentration et de, je sais pas, de connaissance. Je me sens plus intelligente quand je vais dans une médiathèque. Et en fait, plonger dans une histoire, c'est pas mal un livre parce que parfois, enfin quand j'utilise les contenus rapides, c'est juste que j'ai besoin de 2 secondes échapper à la réalité et on peut le faire en plongeant dans un livre, on lit 3 pages et ça fait la même chose quoi. Et sauf qu'après avoir lu 2-3 pages, on n'a pas cette sensation d'avoir perdu notre temps comme on fait quand on scrolle. En plus, quand il fait beau, on peut lire dehors. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer aussi dans mon quotidien, mais Servan Mouton, encore une fois, disait il est recommandé de passer au minimum 2 heures quotidiennement à la lumière du jour pour permettre un bon développement de l'œil. Donc, je sais pas si c'est 2 heures dehors. Je sais, par exemple, là, je suis éclairée par la lumière naturelle, est-ce que ça compte? Bon, cuisiner. Ça, pareil, alors, maintenant, je pense que beaucoup regardent leurs recettes sur ChatGPT. Et, et ça... Alors moi, j'ai pas trop ce réflexe-là, mais juste... Alors là, je vais dire l'outil qui est finalement l'outil qui va le plus remplacer les téléphones, c'est nos cerveaux. Et oui, spoiler. En fait, moi, j'essaye juste de tester et à l'aide de mes connaissances et des ingrédients que j'ai, juste essayer des choses à cuisiner et de pas toujours être aidé et toujours suivre une recette pour pouvoir réaliser quelque chose, quoi. On retient mieux quand on teste ce qu'on a pu faire. Ou alors si on cherche une recette, peut-être acheter un livre de recettes
et faire à partir du livre de recettes, ce qui aidera à beaucoup plus à la mémorisation de cette même recette. Et du coup, en parlant d'IA, donc surtout de ChatGPT, je ne vais pas parler de l'IA, je vais parler de l'IA vraiment de notre quotidien, donc ChatGPT ou Mistral, si vous utilisez l'IA française. Moi, ce que j'essaye de faire, même quand j'ai envie de poser une question à Google ou à ChatGPT, j'essaye de ne pas le faire, ou alors d'écrire ma question, et comme ça va moi-même, en fait, en posant le problème, très souvent, on a la solution. Et du coup, de l'écrire, de pas l'envoyer, et soit de laisser mariner, soit bien souvent, en fait, j'ai la réponse juste en écrivant correctement la question. Ça, c'est au cas par cas, parce que dans ces moments-là, c'est des questions qui peuvent être répondues par des réflexions, et parfois, on cherche juste une information. Mais du coup, essayer, quand on veut utiliser l'IA, de vraiment se dire, mais est-ce que je peux pas la trouver ailleurs? Est-ce que je peux pas juste me la noter sur un papier et attendre d'aller à la médiathèque pour chercher sur tel livre? Est-ce que j'ai besoin de la réponse immédiatement? Est-ce que Google ne pourrait pas répondre? Même si Google maintenant a développé une IA aussi, c'est un peu bon, voilà. Et être honnête, quoi. Est-ce que je cherche ça parce que j'ai pas envie d'utiliser mon cerveau, pas envie de réfléchir, pas envie d'être créatif? Ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que c'est fou, et même ça c'est fou, est-ce qu'on a dans l'absolu vraiment besoin, sachant qu'on a très bien vécu sans jusqu'à 3 ans. Mais ça renvoie aussi aux questions de tout vouloir optimiser tout le temps, et de vouloir la réponse parfaite, la solution parfaite, sachant que ChatGPT, si vous lui posez des questions dont vous connaissez la réponse parfaite, vous allez voir que bah il dit parfois n'importe quoi, mais ça on l'oublie quand on n'a pas la réponse, on se dit ah oui bah trop bien. Ça c'est aussi un truc d'avancer avec son temps, c'est de réussir à utiliser l'IA sans que ça me fasse perdre mon intelligence et que je sois pas juste lobotomisée à l'IA, une bonne citoyenne qui consomme sans réfléchir. Maintenant, chercher des synonymes ou vérifier son orthographe. J'ai acheté des dictionnaires, donc alors déjà, premièrement, utiliser son cerveau pour relire un texte ou quoi, ne pas le faire à la machine, et ou pas forcément relire un texte sur le téléphone, mais chercher l'orthographe des mots, vraiment se rappeler des règles de grammaire, ou si les synonymes vraiment on a envie, le dictionnaire. Et en fait, faire l'effort aussi de corriger les fautes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait plus, mais qui permet, avec la lecture, de retrouver un niveau d'orthographe correct. J'ai eu honte l'autre jour, j'ai écrit au tableau pour les élèves, quand je faisais mon bénévolat, je devais écrire les déchets, et j'ai écrit canette, et j'ai mis 2 N. Et quand j'ai écrit, je me suis dit non, il n'y a pas de N. Je l'ai pas corrigé parce que je me suis dit, bah, je l'ai écrit comme ça. Mais il n'y avait pas de N, effectivement, et je me suis dit, mais après, c'est au tableau, c'est peut-être différent de sur un papier et tout. C'est pas le reflet non plus de mon niveau d'orthographe, mais c'est quand même grave, quoi. Je me dis, je sais pas écrire le mot canette. Bon, après, en général, je fais pas énormément de fautes, mais c'est quand même, ça m'a marqué. Et du coup, j'essaye de faire l'effort maintenant enfin, pas à cause de ça, mais de plus en plus, de relire mes fautes. C'est tout simple, hein, mais c'est fou, quoi, tous les outils qui ont remplacé pour que nous, on réfléchisse plus. Donc pareil, les définitions de dictionnaire, voilà. Moi, j'ai acheté de seconde main. Et si je travaille à la bibliothèque, je prends le dictionnaire de la bibliothèque. Maintenant, parler par texte, texto, SMS, ou appel, ou des vocaux. Ça, bah, c'est la fonction première du téléphone, donc j'ai envie de dire parfait. Faut peut-être le faire avec parcimonie, et réduire toute l'utilisation qu'on a de notre téléphone peut. Mais en fait, je pense que l'étape supérieure pour moi, là, c'est de. Après, je vais vous citer ma liste de ce que j'aimerais garder sur mon téléphone. C'est de littéralement effacer toutes les autres applications. Mais bon. Donc, parler à autrui, texte, vocal. Mais ouais, mais effacer les autres applications, ça dépend. Genre, par exemple, ChatGPT, je peux l'enlever sans problème. Mais il y en a où. Bah, si je suis à l'extérieur et que j'ai pas de dictionnaire, ça peut être compliqué, quoi. Mais après, je peux le noter sur un petit bout de papier et attendre de rentrer chez moi pour le faire. Tout est possible. Donc, parler à quelqu'un d'autre, donc là, en plus, du coup, donc, de ne pas avoir autant d'applications et de notifications,
ça peut peut-être permettre de, dans certaines plages horaires, remettre le son de nos téléphones. Parce que moi, je ne mets jamais le son de, de mon téléphone, pardon, parce que j'ai énormément de notifications et c'est pas possible quoi de toujours avoir ding ding ding, ça me stresse. Et du coup, bah, je ne réponds pas quand on m'appelle parce que je n'entends jamais les appels. Et peut-être que si j'arrivais à utiliser mon téléphone pour beaucoup moins de choses, bah, je pourrais juste répondre aux appels, quoi. Le but premier, finalement. Et même, je dirais, privilégier autant que possible les appels. Parce que déjà, bon, on n'est pas sur l'écran à écrire. On peut marcher ou quoi en appel. Et c'est quand même une qualité d'échange beaucoup plus qualitative. Et voilà, donc remettre ça au bout du jour. Je crois que les jeunes... Bon, non, cette phrase de boumeuse. Les... Non, mais je crois que les gens au collège ou au lycée, je crois qu'ils appellent... Je sais pas. Mais bon. Et pour les messages, j'avoue que parfois, je... Enfin, en fait, j'ai à la fois tellement de... J'ai jamais le temps de répondre aux messages et parfois c'est trop de choses à répondre et que ça me donne envie de remettre au goût du jour l'échange épistolaire. Parce que je me dis, au moins, je prendrais sincèrement le temps d'écrire quelque chose de bien, je serais pas devant l'écran. Et pareil, ça sera peut-être plus qualitatif et moins à la va-vite, entre guillemets, que sur le téléphone. Et sur l'appel, sur les appels, je trouve ça aussi un peu terrible, entre guillemets, la culpabilité que j'ai de me dire que parfois je suis pas disponible parce que je mets en mode hors ligne mon téléphone à 1 heure avant de dormir, je dors et je le rallume 1 heure après m'être levé. Mais du coup, ça me fait que si bah, j'ai un proche qui a un problème, je le saurais pas. Et ça, c'est un peu dur à accepter, quoi. Genre, mais en même temps, c'est terrible d'être d'astreinte. Enfin, j'ai pas envie de pouvoir me faire réveiller la nuit. Enfin, en même temps, si, j'ai envie de pouvoir me faire réveiller la nuit s'il y a une urgence. Mais en même temps, il y a quand même, il y aurait une pression inconsciente tout le temps d'être prêt à... Enfin, je veux dire, les gens d'astreinte, si vous avez déjà été d'astreinte, vous savez que c'est pouvoir être disponible H24, c'est une charge mentale dont je pense tout le monde devrait se passer. Enfin, les personnes qui sont dans le besoin, si elles ont vraiment besoin, bah, c'est le SAMU, les pompiers, mais c'est pas... voilà, le seul truc, c'est on sera prévenu un peu tard, mais bon, c'est la vie aussi, quoi. C'est un peu la chose tricky du téléphone, de se dire, bah, on a la possibilité, quand on sort, nous, je trouve que c'est bien de l'avoir, pour se dire, bah voilà, c'est trop dommage s'il nous arrive quelque chose de pas l'avoir et de... Même si ça a ce coût, entre guillemets, sur notre dépendance, mais en même temps, si on le voit que comme un outil de «Ah bah je prends ça pour prévenir les secours au cas où», c'est pas non plus hyper dérangeant. Et... Mais le truc de être disponible pour les gens, moi, pour moi, c'est la goutte de trop. Voilà, donc c'est un peu aussi, j'ai fait là le truc être joignable quand on va dehors. Et peut-être, pourquoi pas aussi investir dans un petit téléphone à clapper, de se dire, bah en fait, j'ai un pote qui avait fait ça, quand il allait dehors, bah lui c'était téléphone à clapper, parce que bah voilà, c'est ce truc de, bah juste, c'est les bases, et il reste joignable. Et du coup, ça permet aussi, si on sort dehors, bah en général c'est plus dangereux, entre guillemets, qu'à la maison, et ça permet de prendre plus soin de nos téléphones, parce que c'est ça aussi le but, c'est de prendre soin, de se rendre compte de l'importance de nos téléphones, de l'importance de garder longtemps nos téléphones, d'en prendre soin, et ce qui permettrait de le garder plus longtemps. Donc pourquoi pas ça, ou alors utiliser un vieux téléphone quand on sort dehors. Enfin, mais après, c'est aussi toute une organisation, peut-être avoir une double carte SIM. Maintenant, la petite exception, on y arrive, les photos et les vidéos. Parce qu'en fait, les appareils photo de nos jours utilisent aussi beaucoup de métaux rares. Donc, en fait, si on est photographe, bah là, ça fait sens, parce qu'on va pas, parce que on va l'utiliser beaucoup et ce sera un métier. Ou si on a aspiration à l'être, hein, bien sûr. Mais si c'est les photos de notre quotidien, bah juste, déjà, on se limite, parce qu'on prend beaucoup trop de photos et de vidéos. On a tous vu les images dystopiques souvent des gens qui sont voilà, au film Le Feu d'artifice ou quoi.
Et puis, ça c'est vraiment ça nous permet tellement pas de vivre dans le présent, on vit tout à travers, littéralement nos écrans, et alors que ce soit en regardant ce que les autres font ou en filmant nous-mêmes. Et ça c'est vraiment important, hein, parce que après j'en parlerai pour les réseaux, mais il y a le problème du côté du consommateur, enfin du coup j'en parle maintenant, mais du côté du consommateur qui qui ne vit pas car il regarde la vie de quelqu'un d'autre, mais cette vie de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre qui a créé la vidéo ne la vit pas vraiment parce qu'il filme. Donc c'est vraiment un cercle infini où personne ne vit. Et après, moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de trier mes photos. Alors vraiment, je suis pas très bien là-dedans, mais parce que j'ai eu plein de problèmes, et du coup, j'ai des doublons et tout. Enfin bref, c'est horrible. Mais j'essaye quand même de trier mes photos et d'en imprimer pour pas les regarder sur mon téléphone, mais avoir un vrai album physique et en supprimer de plus en plus. En fait, avoir ce... pas les stocker en physique plus qu'en numérique pour, pour un peu arrêter aussi la folie de vouloir me absolument avoir capturé tous les moments de ma vie, comme si quand j'aurai 80 ans, j'allais regarder mes 5000 photos et vidéos. Bon, du coup, il y en aura certainement beaucoup plus, hein, parce que là, j'ai que 24 ans. Mais comme si j'allais tout regarder à la suite en mode ah, je revis ma vie. Enfin, bizarre. Combler l'ennui. Donc ça, c'est un peu en scrollant en général. Donc je parlais des deux en même temps. Pour moi, scroller, c'est on remplace pas rien, on remplace juste par prévoir un minimum de sorties, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour voir ses amis. Et parce qu'en fait, quand on prévoit les choses, bah, du coup, c'est plus dur de céder à la flemme. Et on aura moins de temps à combler, entre guillemets. Et sinon, faire des vraies choses, quoi. Si combler l'ennui, ça veut dire est-ce que vraiment j'ai 2 heures de livre devant moi à combler? Dans ce cas-là, je regarde un film. Ou est-ce que c'est 10 minutes parce que la vaisselle peut bien attendre 10 minutes? C'est aussi de se poser ces questions-là. Euh, Parfois, laisser l'ennui nous gagner, qui a plein de bienfaits. Je pense qu'il y a plein de vidéos là-dessus qui sont intéressantes. Euh, et, et aussi remettre au goût du jour les passe-temps qui sont pas forcément des passions, mais qui ont le mérite de ne pas avoir d'effet délétère sur notre santé mentale, comme faire du coloriage, faire un puzzle ou quoi. Si on a vraiment besoin de combler un ennui, enfin, il y a vraiment 40 000 choses qui existent qui ne soient pas un écran. Et alors, scroller, je suis vraiment catégorique sur le fait d'arrêter. Et ça, c'est terrible, hein, parce que, il y a aussi, moi, par exemple, mon podcast, là, j'ai arrêté depuis longtemps, mais je vais faire une vidéo, un réel pour dire, qu'est-ce que je fais, les gars? Parce que ça tue le cerveau et ça prend tout notre temps. Mais en même temps, il y a que là où on peut avoir une visibilité. Donc c'est vraiment qu'est-ce que ça vaut, quoi. Mais alors je sais qu'il y a entre 2022 et 2024, selon le Financial Time, le temps passé par jour sur les réseaux a diminué de 10%, tout âge confondu. Et en fait, moi, je me dis, mais que ça continue. Et pourquoi ça a diminué comme ça? C'était que c'est certainement lié au fait que, en fait, sur les réseaux, on voit plein de slops dégueux d'IA. En vrai, moi, j'en vois pas tant que ça, mais c'est quand même j'en ai vu et ça me dégoûte. Plein de pubs, des vraies pubs, plein de fausses pubs, entre guillemets, enfin, placement de produits, etc. Et en fait, le contenu bien, il est presque pas là. Et je me dis, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Et moi, j'espère que un jour, on arrêtera de passer par là pour promouvoir, par exemple, les podcasts et tout, et qu'il y aura autre chose de vraiment bien, ou peut-être limite juste on promeut pas aussi. Hein, les contenus rapides, c'était... Enfin, je veux dire, les gens qui sont devenus populaires sur YouTube ou quoi, ils ont pas fait des vidéos Insta pour ça. Hein. Les gens, je parle en 2012-13. Et du coup, pour moi, les réseaux, de nos jours, faut juste les limiter à garder contact avec les gens, répondre aux messages. Et... Mais ça encore, c'est difficile. Moi, j'arrive pas à répondre aux messages sur les réseaux parce que j'aime pas y aller. Je sais qu'après, je vais me faire happer et c'est horrible. Et c'est fou aussi parce que je pensais que c'était un problème de génération, que c'était surtout ma génération quoi, qui était addicte. Je pense que c'est vrai dans la majorité des cas, mais l'autre jour, à la bibliothèque,
je travaillais et à côté de moi, je travaillais donc sur une table et à gauche de moi, il y avait une table avec 2 écrans. Et il y avait un monsieur qui avait 70 ans, je dirais, qui est resté pendant les 5 heures où je travaillais, je l'ai vu pendant 5 heures, qui a scrollé sur les YouTube Shorts. Et vraiment, j'étais là, mais comment c'est possible, quoi, de faire l'effort, de venir à la médiathèque, d'être entouré de livres et de gens qui travaillent, et d'aller sur l'ordinateur pour scroller sur YouTube? Non, mais c'était pendant 5 heures. J'avais jamais été témoin, et vraiment 5 heures, hein, j'ai regardé l'heure à chaque fois, et j'ai jamais été témoin de quelqu'un de aussi happé. Après, je me dis, bon, lui, il a bien vécu, mais il a pas perdu son temps autant que nous, quoi. C'est arrivé quand il était déjà vieux, mais quand même. Et en lien avec la définition aussi, chercher la traduction de mots, parce que par exemple là je lis un livre en anglais, et je me rendais compte en fait que quand je lisais, alors parfois il y a des mots que je comprends pas mais c'est pas gênant, mais d'autres où j'ai vraiment envie de connaître la traduction. Et en fait, quand je regardais sur mon téléphone, bah, j'avais une nouvelle notification et ça me décrochait un petit peu de ma lecture. Du coup, j'ai acheté des dictionnaires de traduction anglais-français, français-anglais, ce qui va me permettre de beaucoup moins être coupée dans ma lecture, quoi, et happée par mon téléphone. Tout simplement regarder l'heure. Combien de fois on regarde l'heure et puis au fait, après on est pris dans une notification ou quoi. Donc juste, bah, peut-être si vous avez une ancienne montre, mettre à jour votre horloge ou quoi. Ou alors mettre votre téléphone en mode hors ligne pour avoir vraiment que l'heure. La calculette, ça, je pensais pas que c'est ça un truc que j'utiliserais beaucoup, mais en fait, je me rends compte que pour tout et rien, je l'utilise. Alors que je pourrais vraiment faire le calcul mental ou alors poser l'opération, et vraiment, je n'utilise jamais mon cerveau. Et je pense que si j'avais une calculette en outil, la calculette physique, bah, j'aurais la flemme, entre guillemets, de la sortir pour si peu. Là, mon téléphone, c'est pratique, il est à côté, donc je le prends vite fait pour faire le calcul. Mais il faut peut-être que j'oublie que j'ai une calculette pour que la solution de facilité soit juste utiliser mon cerveau. Ou alors encore après, bah, utiliser la vraie calculette si j'ai des opérations où j'ai la flemme de poser la division ou la multiplication. Quelque chose qui est permis par nos téléphones et par les réseaux, c'est se faire des amis. Et ça, alors c'est un peu compliqué. Se faire des amis ou rencontrer l'âme sœur, c'est un en fait, le temps passé à faire des amis virtuels, c'est du temps passé où on n'a pas la chance de se faire des amis IRL, tout simplement. Et après, pour les amours, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, comme si Tinder, etc., c'est devenu la norme, il y a beaucoup plus de difficultés à faire des rencontres dans la vraie vie pour ce but-là. Et ça passe que par des amis d'amis, donc c'est plus difficile, ou ouais, plus difficile de faire des rencontres dans la vraie vie qui permettent d'avoir après des histoires. Enfin, il faut des contextes assez spécifiques pour pouvoir se permettre de demander le numéro, tout ça. Et sur les graphiques, on le montre, quoi, que bah, en fait, c'est limite pas devenu cringe de pas passer par Tinder, mais c'est pas évident de ne pas passer par des applications de rencontre, quoi. Mais bon, c'est là aussi, j'ai envie de dire, bah, le temps qu'on passe sur les applications de rencontre, c'est du temps en moins pour faire des rencontres IRL. Mais voilà. Après, l'amour, c'est tout un sujet. Ok, le temps file, je vais arrêter de me justifier et je veux juste donner tac tac ce qu'on fait, ce avec quoi on peut remplacer. Euh, Apprendre des choses random ou moins random. Encore une fois, lire partout, des livres du journal, livres hors de notre zone de confort. Écouter des podcasts, des émissions de radio, encore en dehors de notre zone de confort, ou alors qu'on nous recommande. Écouter de la musique. À la maison, on peut avoir une stéréo de seconde main, ou un appareil pour écouter les vinyles, ou un poste radio slash CD slash cassette. Ça, j'ai vu ça chez ma grand-mère, un poste qui faisait et des petites cassettes, et des CD, et la radio. Que demande le peuple? Avoir un appareil exprès, par exemple un ancien MP3, ou si vous avez un Walkman, ça c'est vraiment à l'ancienne, pour dehors, ça. Euh, Après moi je sais que j'avais un iPod Nano à l'époque,
Je sais pas si je peux avoir Spotify dessus. Donc, en tout cas, je peux avoir la radio. Donc ça peut être aussi ça que je vais ramener de chez mes parents. Encore une fois, ça peut être aussi un ancien téléphone pour la radio, Spotify ou Deezer. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment séparer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Parfois, je me lève le matin et pas avoir de tel, ça me dérange pas. Je suis dans mon moment et tout, dans le calme. Mais parfois, j'ai un peu le cafard et du coup, j'ai envie d'être accompagnée. Et ça, j'aimerais bien pouvoir ne pas utiliser mon tel. Enfin, pouvoir utiliser quelque chose d'autre pour écouter, pour être accompagnée, entre guillemets. Jouer. Vous pouvez acheter un livre à énigmes, ça vous travaille le cerveau. Des jeux de société seuls. De toute façon, sur le téléphone, en général, les jeux auxquels les gens jouent, c'est jamais transcendant. Des jeux de société avec d'autres personnes. Après le jeu, c'est aussi tout un... C'est assez délicat parce que c'est toute une autre addiction. Donc, on peut pas aussi... Enfin, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est... Alors, c'est pas sur le téléphone, encore une fois, mais c'est pas pareil que... on peut pas remplacer vraiment, je sais, par les jeux de société, mais c'est l'idée. Mais après, il y a aussi des choses sur lesquelles on joue au téléphone, par exemple, Sudoku, échecs et tout, où ça, on peut se dire, bon, on peut essayer de jouer aux échecs moi contre moi-même, ou de faire un Sudoku quand même, de s'acheter un petit paquet de Sudoku et de pas faire sur le téléphone. En fait, tout ce qui existe en physique, de jeux seuls, ne pas essayer de les faire sur le téléphone, genre le solitaire, pas le faire sur le téléphone. La météo, ça, mettre la main dehors le matin et se dire bon, il pleut, je prends un parapluie, ou se limiter à regarder si vraiment on a besoin de savoir la météo de lendemain ou dans 2 jours, la regarder. Mais moi je sais que, alors c'est peut-être que moi qui suis addict à la météo, mais vraiment je regarde trop la météo, c'est n'importe quoi. Genre là, quand il y avait la neige, j'étais là, oh là là, cette nuit il y avait une tempête, je me disais, ah les rafales, 95 km/h, vraiment je suis une folle de la météo. Mais bon, c'est encore un truc que je regarde sur mon téléphone, donc c'est pas bien. Limite, la regarder sur l'ordinateur, pourquoi pas. Comme ça, je suis pas happée par mon téléphone. La cohérence cardiaque, je fais de la cohérence cardiaque avec une application sur mon téléphone. Ça va parce que en fait, je regarde pas l'application, c'est juste un son. Ça fait toum, je respire 5 secondes, toum, j'expire 5 secondes. Et du coup, ça me. Juste, je le lance. En plus, je peux le lancer sans enlever le mode en ligne. Donc, j'ai genre 2 secondes à regarder l'écran. J'ai pas trouvé sur internet quelque chose pour remplacer avec le son comme ça. Je pourrais suivre les aiguilles de mon horloge. C'est une solution. Voilà. La banque, j'ai pas trouvé. Le besoin de faire 2 choses en même temps. Et la deuxième chose, c'est quelque chose sur son téléphone. Bah, juste arrêter. Tu fais 2 choses en même temps, arrête. Non, mais par exemple, moi, si on mange en regardant une vidéo, mais ça peut aussi faire sur l'ordinateur, mais juste faire les choses en pleine conscience, manger en pleine conscience, ou, ou du moins, genre ne pas avoir les 2 sens occupés. Peut-être vous pouvez avoir l'écoute, la radio c'est moins grave de manger en écoutant la radio que manger en regardant la télé. Parce qu'on a les 2 sens qui sont pris, alors que la radio on peut plus facilement décrocher et être en pleine conscience. Prendre des notes chez soi, avoir un carnet dédié pour les notes random ou pour les notes où on va où on regarde une vidéo ou quoi. Moi, j'ai aussi un petit carnet que j'emmène dehors, vraiment tout petit, que je glisse dans mon sac pour me dire que si j'ai une idée ou quoi, alors si je peux la mettre précisément sur mon Notion pour le projet, je le mets. Mais si c'est une idée random, je la mets pas en rappel, je la mets pas dans mes notes d'iPhone, juste je l'écris sur mon petit carnet. Je sais que aussi j'avais avant le mauvais réflexe de quand j'allais m'endormir de penser à plein de choses et du coup de les noter sur mon téléphone. Et maintenant, je lâche prise et je me dis, je me fais confiance et je me dis, ok, je m'en rappellerai demain. C'est pas grave si je note pas cette idée qui me semble hyper importante de noter là maintenant tout de suite alors que j'ai envie de dormir. C'est pas si facile à faire que ça, mais c'est un bon exercice de lâcher prise. Un agenda. Alors, papier, c'est très bien. Moi, j'ai celui de la youtubeuse Ruby Granger qui est juste excellent. Là, c'est terrible pour moi parce que je l'ai pas encore reçu alors que nous sommes le 9 janvier et j'en peux plus d'attendre cet agenda. J'ai envie de noter tout plein de trucs. Donc là, je me suis fait un petit truc numérique pour en attendant. Donc ça peut servir à ça, le numérique aussi. Mais franchement, l'agenda papier, moi, je repasserai jamais au numérique. C'est tellement...
Puis même de pouvoir le noter, c'est tellement moins, c'est tellement plus clair déjà et et moins omniprésent, enfin je sais pas, c'est le tester, c'est l'adopter et le seul problème, c'est quand on est dehors, bah, du coup, avoir un téléphone, ça nous permet de noter la chose direct et de dire: «Ah oui, je suis dispo» ou pas. Mais encore une fois, c'est remettre, en perspective et se dire que, bah, la personne peut très bien attendre quelques heures que, vous rentriez chez vous et que vous notiez la chose, enfin je veux dire, c'est l'immédiateté, là, clairement, n'est pas, nécessaire, n'a pas que du bon. Surtout que l'immédiateté, ça serait, bah, par exemple: «Est-ce que tu es dispo demain?» «Bon, bah, je te dis ce soir». «Est-ce que tu es dispo là maintenant?» Bah, tu sais, ton programme du jour, tu sais si tu es dispo là maintenant. Enfin bref. Les questions de géographie. Pourquoi pas avoir une carte papier du monde ou un globe? Ça, tout à fait. Moi, je sais pas si ça, franchement, répondez-moi, je sais pas si c'est quelque chose que tous les Français font ou pas, mais c'est souvent et alors moi, que je vais chez des personnes et qu'il y a une carte du monde dans les toilettes et du coup, moi, j'ai mis ma carte du monde dans les toilettes parce que je me suis dit: «Bah, c'est là qu'il faut mettre les cartes du monde, c'est dans les toilettes». Mais alors dites-moi si c'est, et il y avait ça aussi chez mes parents et j'ai d'autres personnes random où j'ai déjà vu ça. Donc dites-moi si c'est une pratique franco-française de mettre les cartes du monde dans les toilettes. Hem, lampe torche. C'est pas le pire, c'est pratique de l'avoir tout le temps sur soi, mais quand on sait quand on va avoir besoin, si on part en montagne ou en mode survie, bah là on a une frontale, c'est quand même plus pratique aussi que de tenir son téléphone à la main. Je dis ça parce que une fois avec mon copain, on est allé dans un refuge où ils nous ont très mal reçus, ils nous ont pris pour des Parisiens, ce que bah je suis à moitié, hein, mais pas vraiment. Et en fait, c'était vraiment, de l'irrespect total et du coup, on a décidé de repartir, mais sauf qu'il faisait nuit et on n'avait pas prévu de repartir la nuit et du coup, on était avec nos téléphones comme ça pour redescendre la montagne, c'était terrible et en plus, là, on a mis, je pense, 2 heures et demie pour monter et du coup, la descente était très longue, quoi, à tenir la lampe de notre téléphone, mais tout sauf, subir de l'irrespect. Non, on risque notre vie pour ne pas subir de l'irrespect. Et aussi, bah, du coup, ça rejoint sur, prendre soin de son téléphone. Là, clairement, c'était mauvais, quoi, parce que la montagne, on risquait de le casser et cetera. Remettre au centre que notre objet téléphone est précieux et la lampe torche qu'on utilise, un peu moins. Alors là, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, les recherches Google, pas importantes. Enfin qui ne nécessite pas une réponse immédiate. Par exemple, une réponse immédiate, ce serait, je sais pas, j'ai ouvert ma boîte d'épinards, il y a 4 jours, est-ce que je peux encore la manger? Ça, est-ce que c'est important? Tu le sens quand même, hein, si c'est pourri ou pas, mais bon. Et bah, là encore noter sur un papier et le faire à un moment donné, se dédier un temps et se dire: «Ah bah, toutes mes questions, si elles sont encore, relevant, si elles sont encore, d'actualité, faire la recherche, d'un bloc et pourquoi pas, alors soit le faire, sur Google, Wikipédia, soit utiliser une encyclopédie à la médiathèque. En fait, tout ça, ça demande aussi un peu de c'est remettre de la valeur sur ce qu'on cherche. Se dire, si on fait des recherches, en encyclopédie, bah, peut-être qu'on s'en rappellera toute notre vie et qu'on aura moins besoin de faire des recherches Google pour tout et n'importe quoi. Payer. Alors là, moi, j'ai très longtemps résisté à installer Apple Pay, heu et puis je sais plus pourquoi j'ai craqué mais du coup, je vais l'enlever de nouveau parce que, bah, j'ai une carte physique, quoi, j'ai pas besoin de après c'est pas le pire parce qu'en général, quand on paye, c'est pas le moment où on va se faire happer par notre téléphone, on n'est pas dans des situations pour, mais quand même, c'est, bah, une utilisation du téléphone qui est vraiment pas du tout nécessaire, quoi. S'orienter, déjà de faire l'effort de retenir et du coup de pas abuser de Maps. Moi j'aimerais bien faire l'effort de regarder la carte, voir le chemin et juste y arriver comme ça quoi. De pas, juste regarder tout le temps ma carte en avançant. Notamment, à pied, mais aussi, en vélo, parce que ça peut être dangereux de mettre juste son téléphone là et de regarder en même temps et «Ah, une voiture» et on se fait écraser. Donc là, c'est moins utilisé, mais si pour pas que ce soit systématique,
Mais on peut totalement aussi aller jusqu'au bout et remplacer avec une vraie carte ou une carte des métros ou alors une carte de votre ville ou de votre, de votre environnement, quoi, euh, pour se déplacer à l'ancienne, ou même une boussole. Mais bon, ça, après, faut avoir des notions d'orientation, mais ça, c'est pas délirant et ça permet aussi de faire travailler, encore une fois, notre cerveau et de pas être assisté pour tout. Regarder son nombre de pas. Alors ça, j'ai été très longtemps addict parce que sur mon ancien téléphone, c'était noté carrément sur l'écran d'accueil. Et là, avec ce téléphone-là, je l'ai pas depuis quelques années. Et du coup, c'est vraiment libérateur, quoi. Je me suis rendu compte que ça me servait à rien et que je sens en vrai si j'ai assez marché dans la journée ou pas. Et j'ai pas besoin de regarder mes 10 000 pas. Alors, ça peut donner. On peut le faire une fois pour se donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment pas. Mais pour moi, c'est vraiment une charge mentale dont on n'a pas besoin. Toujours santé, un peu le suivi des règles. Alors ça, je trouve ça très pratique, surtout que bah ça vient une fois par mois et voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Euh, Après, je pourrais le tenir moi-même sur mon agenda et faire les maths. Peut-être que d'ici novembre, je me dirais, allez, je une chose en moins sur mon téléphone, mais donc ça, c'est possible pour le moment, voilà. Peut-être le matin, si vraiment vous voulez être accompagné, mais pas enlever le mode avion de votre téléphone, peut-être l'ordinateur, si vous n'avez pas trop de notifications et que c'est un endroit sain pour vous, entre guillemets sain, hein. Mais bon, c'est un peu dommage de juste passer du téléphone à l'ordinateur, mais ça peut être une solution. Mais ça peut être aussi une petite radio. Et plus que deux, les mails. Donc, je les ai sur mon téléphone. Ça me fait énormément de notifications. Et en fait, je les ai parce que je me dis, ah, s'il y a une urgence. Mais je ferais mieux de me mettre des plages horaires pour les consulter sur mon ordinateur que d'avoir. Alors, je les garde juste pour consulter. Mais pour moi, c'est vraiment source bah voilà, de me faire happer plus qu'autre chose. Ça augmente les notifications et ça n'aide pas à mon calme mental. Et alors là, ça va parce que ça reste des mails perso, mais pour moi, la chose à ne pas franchir et que j'ai franchi quand j'étais en alternance, c'est de mettre toutes les applications aussi de travail sur son téléphone. Ça, vraiment, droit à la déconnexion, c'est pas possible. C'est la mort de la séparation vie pro-perso et ça peut être pratique, mais franchement, ça vaut pas le coup. Et enfin, titre de transport. Alors, avant, j'avais un pass Navigo physique, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et quand j'ai pris mon nouveau forfait, parce que j'étais plus étudiante, bah, c'était obligatoire sur le téléphone. Et bah, du coup, je suis obligée d'utiliser mon téléphone pour valider et voyager en Île-de-France. Alors, c'est pas le pire, mais encore une fois, genre, je peux avoir vision des notifications et tout, et c'est encore, bah, il faut que j'ai mon téléphone, il faut que je fasse quelque chose avec mon téléphone. Donc bon, bah, si vous avez la chance d'avoir, je sais pas, les transports en commun gratuits ou alors un ticket, c'est bien. Voilà, donc c'est une liste non exhaustive. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres utilisations ou à voir, vous, avec vous-même, vos consommations. Et de vous dire aussi que si on vous dit «Ah, mais tu peux faire...» Ah, j'ai aussi, j'y pense là, j'avais je fais mes courses avec le fourgon pour avoir les courses consignées et ne pas polluer la planète. Mais du coup, ça fait encore une utilisation que je peux pas vraiment enlever. Mais du coup, bon, je mets dans ma liste. Mais du coup, ouais, si on vous dit, ouais, vous pouvez faire ça avec le téléphone, c'est trop bien. Réfléchissez si est-ce que vraiment vous voulez l'ajouter à votre vie, est-ce que vraiment vous voulez ajouter encore un tout au tout en un du téléphone. C'est long, c'est pour ça que je me dis que de l'étaler sur un an, c'est pas mal. Mais franchement, le but enfin, quand on pense au but et se dire d'avoir un téléphone pour que ce soit pas tout en un, mais je sais pas, 7 en un, ça sera beaucoup plus facile de l'utiliser tel l'outil qu'il est et pas comme l'extension de notre cerveau, de notre main, etc. Et peut-être aussi lui trouver une place définie
pour pas qu'il vous suive partout, mais qu'il soit rangé comme un outil. Parce qu'en général, le téléphone, il est posé n'importe où, mais il a pas genre sa place. Ou peut-être vous l'avez, et c'est très bien. Et voilà, donc je me dis aussi se déculpabiliser parce que tout ça, c'est pas facile. C'est un peu injuste en soi que la responsabilité de ne plus être addict à des outils comme ça retombe sur nous parce que c'est pas notre faute, quoi. On n'en a pas créé ça. Mais après, on l'utilise, donc c'est aussi notre faute, entre guillemets, de l'utiliser. Moi, je pense que ça devrait être à un plus haut niveau pour régler tous ces problèmes-là, mais en attendant, nous, on peut agir de cette manière-là, on peut d'ores et déjà faire des choses pour notre santé et pour l'environnement et le social, donc on va pas attendre que ça nous tombe tout cuit dans la bouche s'il y a des conséquences si terribles pour nous, quoi. Faut aussi penser à notre santé, voilà. Du coup, remettre le téléphone à sa place d'outil, ça peut, ça peut nous faire regagner un précieux temps. Là, en 2026, je fais le challenge aussi de faire 1 heure d'écran par jour. Euh, Exception les projets et le travail. Et si je regarde un film en entier d'un coup. Mais enfin, j'essaye de faire ce challenge-là et du coup, c'est essentiel en fait pour moi d'avoir un outil qui ne soit pas tout en un. Et surtout que j'ai longtemps voulu lutter contre la peur le stress de perdre mon téléphone. Et je me dis que si je suis beaucoup moins dépendante et qu'il n'y a pas tous ces outils dessus, j'aurai beaucoup moins ce stress de perdre mon téléphone et je- la vie sera plus, comment dire, je serai moins sur mes gardes et moins terrifiée, quoi, à l'idée de perdre ce petit objet. Et même si un jour il y a une panne dans la vie, générale et tout, parce que les infrastructures nous permettant d'utiliser notre téléphone sont toutes Enfin, c'est pas du tout local et c'est tout... Enfin, c'est à grande échelle et en fait, s'il y a une petite panne quelque part, ça éteint tout, quoi. D'où aussi l'importance des low-tech et de développer les choses plus en local. Mais enfin, si une panne générale arrive, moi je serais bien contente de me dire, ok, là j'ai réussi en 1 an à me défaire de ça et du coup je suis pas démunie, quoi, je suis pas perdue sans mon téléphone. Et parce que la plupart des gens ont encore vécu sans et savent quoi faire, mais il faut bien penser que à partir, je pense, moi je suis un peu le 24 ans, je suis un peu les téléphones sont arrivés beaucoup en 2014, donc je suis un peu la frontière, quoi, mais à partir de 24 ans et plus jeune, il y a des gens qui n'ont jamais fait autre chose que ça, qui ne savent littéralement pas ce qu'on peut faire si on n'a pas un téléphone, qui n'ont pas d'idée de tout ce qui peut le remplacer, ou alors qui se disent que c'est archaïque et c'est pas réaliste. Et ces gens-là seraient vraiment perdus, quoi, s'il y avait une panne. Donc moi, je me dis, ok, essayons encore une fois, de pas être dépendant à ce point, quoi. Ça fait peur, quelque chose d'aussi fragile en soi. Voilà, après, petite nuance, c'est pratique quand même d'avoir un téléphone quand on part en voyage pour ne pas tout amener, mais je pense qu'il y a certains objets qu'on peut choisir d'amener ou qu'on peut retrouver sur place, etc. Et le défi aussi, même si on a tous ces outils, c'est, par exemple, parfois, j'ai mon téléphone qui est dans la pièce et le dictionnaire, et je vais chercher une définition, et il faut que je me dise, encore aujourd'hui, alors que ça fait, je pense, 1 mois que je l'ai, je me dis, non, il faut pas chercher sur le téléphone, il faut que j'aille faire l'effort de prendre le dictionnaire. Je le fais à chaque fois, mais c'est quand même même si mon environnement est beaucoup plus fait pour, c'est quand même un petit effort. Donc maintenant, vous pouvez faire une petite liste qu'il faudrait que ce soit la plus petite possible de ce à quoi votre téléphone va vous servir. À terme, j'aimerais que la mienne se soit appeler, écrire des messages en me limitant, des messages slash vocaux, prendre des photos et les trier, la banque, cohérence cardiaque, les notes dans Notion pour mon projet, les alarmes, pas le réveil, vraiment, ça j'en ai pas parlé d'ailleurs, les alarmes pour là c'est le départ, tu dois partir. Faudrait que je sais pas si sur les réveils on peut mettre des alarmes. Je pense oui, si j'ai un réveil, je mettrai des alarmes sur mon réveil. En vrai, pas les alarmes. OK, j'enlève les alarmes. Mais les alarmes si je suis dehors. Taxi si besoin, Maps si besoin. Après ça c'est la liste au jour d'aujourd'hui, donc peut-être qu'elle réduira. Suivi des règles, météo en me limitant, actualisation France Travail, Doctolib, ça j'en ai pas parlé non plus, mais ça c'est un peu toute la sphère administrative. Parce que moi là j'ai mes trucs administratifs à moi, mais vous avez certainement d'autres choses administratives où on est obligé d'utiliser
son téléphone. J'ai une application aussi pour mon club de gymnastique. Si je suis absente, il faut que j'aille dessus pour me noter absente. Donc il y a ça encore en plus. Et les courses consignées. Tout ça pour l'user le moins possible, le garder et sauver notre santé, l'environnement et les autres. Donc petite conclusion, déjà juste par rapport au but de mon podcast d'avoir un mode de vie plus durable, je pense que si on utilise à outrance nos téléphones et qu'on ne cherche pas à réduire notre temps d'écran, c'est impossible d'avoir un mode de vie durable. C'est trop délétère sur plein de choses et on n'a juste aucun temps pour se consacrer à autre chose littéralement. Pour résumer rapidement, le positif, c'est qu'on peut tout avoir partout tout le temps. Donc surtout pour les secours, c'est bien. Pour le reste, l'épisode en a discuté. Et le négatif, c'est que ça prend tout notre temps, ça nous rend dépendants, ça consomme beaucoup de ressources et d'énergie par rapport à avoir un seul objet par besoin. Maintenant, les 3 petites questions que je poserais à un invité s'il était là, mais comme il n'y a pas d'invité, je me les pose à moi-même. Une recommandation de livre, de film ou de podcast pour rendre désirable le fait de moins utiliser les écrans. Alors là, vraiment, pour moi, c'est le livre de Séverine Mouton que j'ai mis en description. Ça ouvre les yeux sur plein de choses et ça fait vraiment se rendre compte de... Là, on peut plus rigoler, quoi. Franchement... Il faut écouter cet épisode, après aller lire le livre et après revenir sur OK, ou même faire la liste vous-même de OK, qu'est-ce que j'utilise comme objet pour remplacer, qu'est-ce qu'elle a dit déjà Eve et tout, voilà. Et c'est très court, c'est je crois 50 pages et c'est vraiment vraiment très éclairant. Puis même tout ce que j'ai mis en description, en vrai, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Selon moi, la chose la plus facile à mettre en place à l'échelle individuelle et ayant le meilleur impact, pour moi, c'est faire une chose à la fois. Parce que ça, c'est la chose qui réduit pour moi le plus l'utilisation du temps d'écran. Quelle est l'action? Et en vrai, c'est peut-être pas... Ouais, c'est facile à mettre en place parce qu'on fait quand même quelque chose. Donc c'est pas l'ennui pur. À débattre. Quelle est l'action vers un mode de vie plus durable qui a fait augmenter votre bien-être? Donc là, plus durable mais lié aux écrans. C'est ne plus regarder les stories. Ça fait, je pense, 5-6 ans que je n'ai pas regardé les stories des gens, ou alors que si on m'identifie. Et franchement, je vois pas la différence, et je pense que ça me permet de beaucoup moins me comparer, de pas avoir la fear of missing out, et c'est juste un stress en moins qui est très facile à enlever, et que je n'ai pas regretté une seule seconde. Et j'ai pas perdu d'amis non plus, quoi. Enfin, mes amis peuvent quand même me raconter. Parfois j'ai des amis qui me disent t'as sûrement vu sur ma story et tout. Et moi, je dis ah non. Et du coup, elles me racontent dans la vraie vie et c'est quand même mieux. J'espère que ce petit épisode vous a motivé à essayer d'utiliser d'autres outils et pour réduire votre utilisation de votre téléphone en étalant un peu sur l'année 2026. Vraiment, objectif 2026, on réduit les écrans, on enlève l'addiction. Et je vous donnerai des nouvelles, du coup, avant ça, mais sur ce sujet-là, fin 2026, je sors ma vidéo sur 1 an avec 1 heure d'écran par jour pour voir si, sincèrement, ça m'a redonné le temps dont je manque cruellement pour faire les choses que j'aime. Parce que ça aussi, il suffit pas pour aller mieux d'enlever les écrans et d'aller toucher de l'herbe. C'est important de toucher de l'herbe, d'aller dehors et de prendre l'air. Mais ce qui est surtout important, c'est comment vous allez utiliser ce temps gagné qui ne sera plus sur les écrans. Est-ce que vous allez vous remettre dans vos passions? Par exemple, moi, j'aimerais bien me remettre au piano. Est-ce que je vais y arriver? Enfin, voilà. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches ou aux personnes moins proches, mais qui pourraient être intéressées. Et pour aussi, peut-être vous, pouvoir parler de ce sujet, si ça vous intéresse. Bon, après, j'imagine que si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me partager vos expériences si jamais vous mettez en place des petites choses. Et peut-être qu'on fasse aussi, dans ma vidéo qui sortira fin 2026, le bilan de tout ça. Et qu'on soit plusieurs à tester ça, peut-être. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Ou bonne nuit.